Hello et bienvenue dans La Secousse, le podcast qui bouscule les idées reçues sur l'échec. Je m'appelle Sandra, je suis podcasteuse et freelance en stratégie et rédaction de contenu. Dans La Secousse, je vais à la rencontre de personnes remarquables qui ont fait de leurs échecs / rebonds une opportunité de recommencer en mieux ou différemment. Je vous donne donc rendez-vous le premier et le dernier vendredi de chaque mois à 17h pour ensemble dédramatiser l'échec et en faire une force. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Richard Espinas. De la finance au one-man show, en passant par le poker, à Londres, au Caire et maintenant à Paris, Richard est comme un chat. Il collectionne les vies et retombe toujours sur ses pattes. Il est aujourd'hui formateur en prise de parole et s'est confié avec beaucoup de bienveillance pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et avec énormément d'humour aussi. De ces secousses passées à ces secousses à venir, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Richard. Hello Richard! Salut Sandra. Comment vas-tu? Bah écoute, super. Hein. Je suis en vie, c'est pas mal, non? Et c'est pas mal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ma première question, si tu veux bien te présenter en quelques mots, phrases, comme tu veux. Eh bien, je suis Richard Espinas, j'ai 39 ans. Qu'est-ce que je suis? C'est dur de mettre derrière je suis. Je suis coach de vie, comme tout le monde, comédien, formateur. J'aime bien dire formeur parce que c'est le formateur qui ne formate pas. En ce moment, j'aime bien me faire appeler aussi team shaker et puis quoi d'autre? Ah oui, hunter trainer. Parce que c'est entre le divertissement et la formation. Et j'aime beaucoup cette fusion des deux mots. Voilà, c'est déjà D'accord. pas mal. Mais oui, c'est très bien. Si tu veux en savoir plus, tu me dis. Hein. Non, ça ira, je te remercie. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Ah, quand j'étais tout petit, archéologue. Ah, pourquoi? Je sais pas. Ouais, fasciné par, je sais pas, les os. Je sais pas, il y avait un truc. J'aimais déjà bien tomber sur un os à l'époque. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pourrais pas expliquer de manière raisonnée pourquoi. Je sais pas. Est-ce que c'était l'époque d'Indiana Jones? Peut-être. En tout cas, d'abord archéologue, ouais. Et après, j'ai eu Ok. agent de change. Tu vois, dans les Ah, bourses, à la bourse, tout ça. Donc ça, c'était donc un peu les deux en même temps, mais d'abord archéologue, puis agent de change. Donc tu vois, dans les marchés financiers, etc. ok. Un agent de change Indiana Jones. Ouais, c'est Et, ça. et finalement, je sais que tu as eu 1000 vies parce qu'on se connaît un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, tes études et puis ton début de carrière professionnelle? Bien sûr. Ça risque de prendre quelques minutes, c'est bon? C'est On a parfait. le temps, ouais? Bien sûr. Super. Alors, peut-être pas 1000 vies, mais quelques-unes, on peut dire. Enfin, en tout cas, des vies professionnelles. Donc moi, j'ai sauté une classe quand même. Je suis du 1er janvier 1982, donc j'ai sauté un jour. Mais j'ai sauté la moyenne section. D'ailleurs, j'avais ma fille qui était en moyenne section l'année dernière et je connaissais pas du tout le programme. Bref, donc j'ai pas pu l'aider. Euh, donc j'ai eu mon bac éco. Je voulais pas faire S parce que j'ai eu un problème avec la biologie. Bref, pourtant ma mère était très brillante en biologie, mais j'ai pas accroché au prof et du coup j'ai pas voulu faire S derrière. Donc j'ai fait bac d'éco, tranquille, 11 et demi, tu vois, un truc Normal, quoi. bien. Ouais, j'ai jamais travaillé. Je voyais pas l'intérêt en fait d'avoir des bonnes notes. Je ne trouvais vraiment aucun sens à avoir des bonnes notes. Donc je voyais des gens qui bossaient pour avoir des bonnes notes, mais j'étais là, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous pouvez pas faire plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses à faire. Donc moi, je faisais, pas mal de foot, notamment, enfant. J'ai fait un peu de musique aussi, mais ouais, surtout du foot et dans des Playmobil, beaucoup de Playmobil, non, c'est vrai, hein, c'est vrai. J'étais vraiment je pense que là, maintenant, j'ai des enfants, j'ai 2 filles de 8 et 5 ans et je me dis: «Mais j'étais le gosse idéal, moi». J'étais tout seul avec mes Playmobil ou tout seul dehors à jouer au foot. Ouais. En gros, j'étais très, très seul, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de ma personnalité. Pourtant, j'adore les gens. Alors donc mon bac à 17 ans, donc je suis parti, j'ai eu un appartement à 17 ans, après je suis parti à Angers. Tu vois? J'ai fait mon bac à Saumur, dans le Maine-et-Loire, D'accord. ville dans laquelle je suis né. Oui, je suis issu de l'accouplement d'une psychiatre et d'un joueur de PMU.
Ça, il faut le dire parce que ça a son importance. On le verra plus Pour tard. la suite. Ouais, Ouais. parce que parfois, il y a des liens avec les parents, hein, c'est comme ça. Ah, c'est vrai. Et donc, fac d'éco. Donc, je savais pas trop quoi faire. Alors, je me suis dit, quitte à pas savoir quoi faire, autant prendre un arbre où il y a plein de branches. Donc, j'ai dit, je vais prendre éco-gestion, fac. Hein, je pose spécialement de désir ou de pression de faire des écoles, ce genre de choses, ce qui sont très bien pour autant. Je connais des gens super et des amis qui ont fait des écoles, bref. Donc, en tout cas, fac, Université d'Angers, éco-gestion. Donc, voilà, encore une fac pépère, pas besoin de trop bosser. Donc, je continue, je vis ma vie, donc bah, je fais la fête quoi, c'est super quoi, on a un appart, c'est génial quoi. Normal, la vie d'étudiant. Ouais, vie d'étudiant, j'aime bien danser, moi j'adore danser. Donc C'est vrai. déjà ce côté j'adore danser, j'aime aussi chanter. Ça à l'époque je le savais pas, mais en tout cas D'accord. j'adore chanter, en ce moment en tout cas. Donc j'ai continué jusqu'au bac+5, donc DESS en 2004. 22 ans, donc j'ai mon DESS, je suis content, j'ai fait mon stage au Crédit Mutuel, donc voilà la banque, hein, tu vois, ça venait un peu finalement, j'avais le côté agent de chance qui revient un petit peu, donc je vais à la banque. Voilà, c'est fun, il y a peut-être, des sous à se faire parce qu'apparemment si on a des sous, on est heureux dans la vie. Du coup, Ouais. bah, j'ai dit: «Bah, bon, bah, on va se faire des sous». Donc la banque, analyse crédit, donc plus dans l'analyse, hein, finalement que dans la vente et cetera. On aurait pu croire que mais j'ai fait plutôt de l'analyse, ouais. Donc après j'ai signé un CDI en banque, dans la région et puis là, j'avais envie d'autre chose, donc de faire les marchés financiers. J'ai refait un autre, master 2 à l'époque, en région parisienne et puis à la suite de ce master 2 qui était plus dans la gestion d'actifs, là, j'ai fait un stage à Calion, à Paris, qui est maintenant la Crédit Agricole, pardon, CIB, c'est la banque d'investissement, bref. Donc je fais un stage de 3 mois, j'avais 23 ans, ouais, je fais un stage de non, j'étais parti pour 9 mois de stage, je crois. C'est des gros stages, des bons gros stages, qui étaient pas trop mal payés d'ailleurs, pour un stage. Donc j'y vais, puis au bout de 3 mois, j'ai une opportunité, je pars en VIE, volontariat international en entreprise, en Égypte. Donc je pars au Crédit Agricole Égypte, faire 1 an, à vivre au Caire. Donc je dis: «Ouais, bah allez, on y va», J'avais toujours eu, je sais pas, ce besoin, une envie en tout cas, je sais pas si c'est un besoin, mais je suis hyper adaptable. C'est-à-dire j'ai eu toujours un peu ce côté-là où ouais, je m'adapte, il y a une proposition, OK, pourquoi pas, ouais, vas-y. En gros, j'ai pas de peur spécialement. Je me dis pas: «Oh, ça va être angoissant, ça va» non, «Oh tiens, une aventure, ça a l'air sympa». Donc je suis parti pour 1 an de VIE en Égypte. Donc là, génial. C'était au niveau boulot, c'était pas du tout top, mais par contre, bah, ça permet de continuer à faire la fête et puis, voilà, enfin c'est bref. Puis avec un cadre agréable. Ensuite, je suis allé à Londres. J'ai eu une opportunité pour aller à Londres derrière. Donc je suis resté presque 3 ans à Londres, toujours en finance, toujours dans l'analyse des risques. Ah, le risque, ça c'est quelque chose qui va me suivre, notamment le risque de passer à côté de sa vie. Bref. Oh le suspense, tu vu, hein, c'est impressionnant. Et donc à Londres, bah là, je deviens un petit peu passionné, de paris sportifs et de poker. Donc là, hyper, ouais, c'est-à-dire que comme j'étais analyste risque, c'était un peu un job pépère, bah, à côté, j'avais un besoin d'excitation, de jeu et cetera qui se faisait avec, et je dis ça par rapport à mon père qui était joueur de PMU. Moi, j'ai passé mon enfance dans les PMU. Bref, il doit sûrement y avoir un lien. Un petit lien. Mmh. Un petit lien, tout à fait. Et donc, après Londres, je suis revenu à Paris pour travailler à la Française des Jeux. Donc je savais qu'ils allaient recruter pour l'ouverture des jeux en ligne pour la coupe du monde 2010, une dizaine de traders, ce qu'ils appelaient traders paris sportifs, même si on voilà, bref, ils appelaient ça des traders, mais c'est pas comme les traders dans les marchés financiers, bref. Et donc, je signe à la Française des Jeux, donc super. Alors là, c'était la foire, hein. C'était, que des mecs entre 25 et 35 ans, les voilà, c'est comme ça, hein, certains diront: «Quoi? Mais c'est impossible, dis donc, c'était que des hommes», bref. En tout cas, on regardait des matchs toute la journée, on pariait, on se marrait. Bon après au fur et à mesure, disons que, comment dire? Certains de nos managers n'étaient pas hyper compétents dans le domaine et du coup, il y avait tout un aspect politique, voilà, moi une grosse quête de liberté, hein, et c'est compliqué dans ce genre de grosses institutions, disons. Donc bref, j'ai quand même tenu 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans et demi, un truc comme ça. Et puis j'ai fait un job, alors là, moi j'aime bien les challenges, du coup je tape sur, je sais plus, c'était Monster à l'époque et voilà, je regarde les jobs. Je regarde les jobs et puis là, je vois consultant en recrutement. Je fais: «Oh, c'est quoi ce truc?» Et puis il y a écrit, «Suivant le profil, on est ouvert». Bon, bah, ouais, ça a l'air pas mal ça.
Bon, et consultant en recrutement, pourquoi pas? J'avais jamais fait de recrutement, rien du tout. Donc, j'y vais, je fais les tests, hein, parce que là, c'était vraiment le mouton à 5 pattes qui cherchait. Ça faisait vraiment 1 an qu'il cherchait, enfin bon, bref. Et là, je fais 5, tous les tests de personnalité, de machin. Limite, ils m'ont pas branché des câbles un peu partout. Et puis à la fin, bon, bah, ils me prennent et puis là: «Oh bah, génial, nouvelle aventure. Bon, salut la Française des jeux, j'y vais, hein». Parce qu'il m'avait dit à l'époque: «Bon, si tu pas content, l'herbe est plus verte ailleurs». Tu vois? Ça, c'est du management comme je l'aime, quoi, tu vois? Mmh. C'est du, donc bah, par contre, moi, j'aime bien agir et je me plains, pas beaucoup. Enfin, je me plains, 7 secondes et après j'agis. Donc là, je m'étais plaint à la Française des jeux, ils m'ont dit ça, OK, j'ai compris le message, je m'en vais. Et je pense que c'est plutôt bien ce côté adaptable, parce que si on attend dans la vie que tout le monde autour il change et qu'il s'adapte à nous, bon, hein, ça peut être compliqué. Ça marche pas. Donc ouais, là, c'est un peu dur. Et donc là, consultant en recrutement, super. Et là, au bout de quelques jours, je sens que ça va être compliqué. Alors j'aime bien les challenges, hein, mais je sens que ça va être compliqué quand même, dans le sens où, bah, il y a une méthode commerciale qui est vraiment à suivre à la lettre. Et moi, j'ai une quête de liberté de dingue. Donc quand je dois faire des trucs, je me sens étouffé. Je sens que je respire pas du tout dans ce truc-là. Et au bout d'un mois et demi, ouais, je suis vraiment pas bien. Dès le samedi matin, je suis pas bien pour le lundi. Donc là, je fais: «Oh, c'est pas bien ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive?» Et donc, bah, je commençais déjà à faire part de quelques doutes, hein, à à mon boss. Et donc, après un week-end, je me suis dit, «Bon, bah, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai beaucoup réfléchi et je vais partir». Et puis là, j'ai fait en sorte que ce soit d'un commun accord pour que je puisse, derrière avoir quand même des fameux droits au chômage qui sont quand même, intéressants. Parce que je les avais pas eu en revenant de Londres. J'avais démissionné sec comme ça et quand je revenais de Londres, tu vois, quelques années avant, là je fais un petit flashback, avant d'aller à la Française des Jeux. Donc j'ai joué au poker pendant, chez moi, donc je gagnais 1 000-1 500 par mois, à l'époque, pendant 9 mois, le temps de non, pendant moins de 9 mois parce que je suis revenu en France fin 2009 et jusqu'à mon embauche Française des Jeux juin 2010. En gros, c'est là que j'ai joué au poker. Voilà, D'accord, donc c'était la parenthèse. tu vivais avec, grâce au poker, en fait? Ouais, D'accord, j'étais aussi en couple avec quelqu'un qui avait un salaire un peu plus conséquent, mais ça peut en aider, hein? l'occurrence, ça faisait un peu les assédis que je n'avais pas. Et puis, alors ça, c'était quand? C'était pour revenir à l'épisode de consultant en recrutement qui a vraiment pas duré longtemps. Ça, c'était en 2014. Alors, faut savoir et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en 2000 fin 2010, début 2011, je perds un pote, qui décède à 29 ans et mon père, 6 mois plus tard à 58 ans. Et là, bon, ça a été mon le un déclencheur qui, en tout cas, j'ai fait un sketch d'humour noir dans une église pour l'oraison funèbre de mon père. Donc voilà, j'avais décidé ce jour-là de, comme je dis souvent, de dire merde, au regard des autres, au jugement et puis libérer une certaine audace, une foi en la vie, j'aime bien dire ça aussi. Donc à partir de ce jour-là, c'est là que j'ai commencé le théâtre. Donc c'était, à l'été, bah, ça va faire 10 ans, tu vois? C'était l'été 2011 où j'ai OK, commencé le théâtre. donc tu es consultant en recrutement, ça dure 1 mois et demi, Ouais, et là, c'est c'était ça? justement pour revenir ce qui allait se passer après le D'accord. consultant en recrutement d'un mois et demi. OK. C'est comme j'avais commencé le théâtre en amateur, tu vois, en 2011, là, on était en D'accord. 2014. OK, en Voilà, c'est parallèle, pour revenir enfin parce que ouais, OK. en parallèle, exactement, je faisais des cours de one man show et cetera à côté OK. et de théâtre. J'ai fait aussi un petit peu de clown, bref. Mais en tout cas, en 2014, là, je me dis: «Bon, c'est un signe, je me lance comédien». Donc tout le monde: «Quoi? Oui, t'inquiète, ça va». Donc je l'ai fait quand même avec, ses potentiels droits au chômage et cetera. Donc c'était pas non plus, Tu prenais pas un donc risque voilà, financier? bah, disons que, c'était un projet un petit peu fou et audacieux, mais quand même avec une certaine raison et une certaine conscience et avec responsabilité, tu vois? Notamment financière et cetera. Parce que des fois, on peut se lancer dans des projets fous et puis, les gens disent: «Waouh!» Puis on est tellement dans notre, excitation et notre monde qu'on oublie certaines réalités, disons. Donc en tout cas, je me lance, donc je fais une école, classique, qui s'appelle Acting International, bref, sur Paris. Et donc je revois certains classiques, donc moi je faisais plus du one man show, donc là j'ai dû gommer plein de mauvaises choses qu'on apprend dans le one man show, à surjouer et cetera. Et donc voilà, j'apprends plein de choses, donc on dit souvent accoucher de soi-même au théâtre, hein. C'était déjà ma première rencontre avec le développement personnel et c'est vrai que mettre des choses dans le corps et dans la voix et dans les intentions, dans les émotions, bah, en allant travailler tout ça, bah, ça permet d'être mieux soi. Par exemple, quelqu'un qui aurait du mal à faire l'émotion colère,
Si son personnage se met en colère, bah, ça va lui faire vachement de bien à la personne. Parce que c'est toute la colère qu'elle ne s'autorise pas, consciemment ou non, dans son quotidien et le fait de la libérer sur scène, elle se sent beaucoup mieux après. Ouais, tu Donc ça, c'est transfères tes vraiment émotions sur fascinant. ton personnage, c'est hyper intéressant. Ouais, disons que alors c'est peut-être pas le mot transfert, mais au moins tu libères Tu libères, ouais. à travers le personnage, ouais. Il y a Oscar Wilde qui disait, alors il a dit plusieurs choses, Oscar Wilde, que j'aime beaucoup, hein. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ouais, j'adore. Moi, je l'aime bien celle-là, mais Elle est j'aime bien vraie. aussi avec, elle est vraie, mais je vais te dire aussi pourquoi elle est pas totalement vraie. Parce que, en tout cas selon moi, je suis, certifié formateur d'un modèle qui s'appelle la process communication, où on a différentes facettes, 6 facettes en nous. Et parfois, il y a des facettes qu'on ne s'autorise pas pour plein de raisons culturelles, d'éducation, et cetera. Et parfois, j'aime bien revisiter, Oscar Wilde et dire: «Soyez les autres, la perception que vous avez de vous-même est déjà prise». Parce que souvent, être soi, il y a des gens qui disent: «Mais je suis moi», mais tu es qui toi? C'est la version pas confiante, c'est ton vrai toi ou ton vrai toi, c'est autre chose? Donc bref, il y a toujours ce côté au niveau de l'authenticité et au niveau de être soi. Mais par contre, il disait aussi, Oscar Wilde: «Mettez-lui un masque et il vous dira la vérité». Et celle-là, je l'aime bien. C'est que parfois, derrière un personnage, on s'autorise plein de choses, mais c'est une partie de nous. En gros, c'est peut-être pas nous. C'est pour ça que moi, je suis plutôt très énergique, mais parfois, je suis hyper calme. Mais c'est quand même moi. Ouais. C'est une autre facette de moi. Parfois, j'adore la liberté, j'adore la créativité, mais être structuré, c'est aussi une partie de moi Mmh. que je vais moins visiter, mais je sais que quand je vais la visiter, il y a des beaux trésors derrière. Donc voilà, c'était le message sur être soi. Donc je vais au donc je fais mon école de théâtre. Je Donc fais ça, 1 c'était an, puis assez ça, l'école c'était en 2014. donc l'école de théâtre, c'est après le one man show? Alors en 2014, tu vois, quand je décide de me lancer, là, je fais, l'école de théâtre et après l'école de théâtre, je reviens quand même au one man show. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, tu vois, c'est ce qu'on dit, même si c'est plus juste, bah, je reviens quand même au one man show. En septembre 2015, je fais mon premier one man show, à Angers d'ailleurs, c'était le 11 septembre 2015 et à partir de là, donc qui s'appelait «L'effet mère doit perdurer». J'étais accro aux jeux de mots, bref à l'époque. Maintenant j'essaie des fois je fais des petites rechutes. Mais donc en 2015, après je le joue sur Paris et là sur Paris, il y a mes voisins qui viennent me voir. Ils me disent: «Waouh, mais on a adoré! Ça te dit de devenir formateur prise de parole en public?» Donc moi j'étais plutôt du genre à dire oui, hein, à co-construire avec, ce que la vie me proposait. Donc j'ai dit: «Bah OK» et donc je commence début 2016 à faire des formations de prise de parole en public. Donc en général, ils recrutent des comédiens pour ça, parce qu'il y a déjà certains réflexes en Prédisposition? termes de Ouais. voix, d'articulation. Voilà, c'est ça. Mmh. Parce que la voix, hein, parfois, on veut être compris, mais on ne parle pas fort et pas articulé. C'est tout le paradoxe de ça. Dis donc, ma voix, j'aimerais que ma voix compte. Ouais, mais c'est bizarre, tu parles comme ça. Ah, faut parler fort et bien articulé. Ah, bah peut-être, ouais, je crois que Ça c'est peut aider. essentiel. Mmh. Ça peut aider en effet. Et donc je commence début 2016, prise de parole en public. Donc j'en fais des cachets, tu vois? Parce que c'était quand même une prestation de comédien. Donc je continue, intermittent du spectacle. Je fais aussi la voix de Stitch à Disney. Oh, d'accord. Ouais, tu savais pas? Non? Bon, Je savais pas cette je sais pas information. si, c'est vrai? Non, je te jure. Ohana signifie famille. Oh non, mais c'est génial. Tu veux pas faire toute Ah non, l'interview mais comme ça? non, je crois que je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler après. Ils vont dire: «Mais qu'est-ce que c'est? Il utilise la voix, mais ça ne se fait pas». Faut trouver sa voix, c'est difficile. Moi, j'adore les voix, ouais, VOIE, VOIX, hein, finalement, Ouais, ça va bien avec le sujet. C'est, trouver sa voix et ouais. souvent, poser sa voix. On parle de projeter, même si je suis pas fan de ce terme. En tout cas, prise de parole en public, plus comédien et Ouais. puis, un jour, j'ai un super metteur en scène qui me dit: «Tu te vois où dans 10 ans?» Et là, je dis: «Conférencier». Direct. En gros, j'aurais dû répondre, «Je vais à l'Olympia avec mon one man show», parce que Ouais. comme ça voudrait dire: «OK, toi tu en veux, tu es à fond». Mais comme j'ai répondu un truc qui était: «Bah merde, c'est quoi ce truc?» «Oui, parce que j'étais tombé dans le monde du développement personnel». Ouais, C'est comme beaucoup de ça. gens. Moi, je suis tombé, mais je me suis relevé parce qu'il y en a qui Ouais. restent au fond. «Salut!» Bref. Donc j'ai fait une formation de coach, à l'Institut des neurosciences appliquées, en l'occurrence, sur Paris. Et puis à OK. partir de là, bah, j'ai commencé à comprendre que la prise de parole en public, c'était plus un symptôme que le vrai problème. Et donc il y avait Alors, plein de choses derrière. c'est plus un symptôme que le vrai problème. Est-ce que tu peux développer? Ouais, avec plaisir, tu sais, j'adore développer, moi je suis une pipelette. Heu, c'est-à-dire que, par exemple, si on a peur du jugement,
Si on a le trac à cause de la peur du jugement des autres, bah, c'est qu'en général, il faut travailler le jugement de soi, donc la connaissance de soi, donc ses propres peurs, donc son estime de soi, sa gestion des émotions, quelles sont ses croyances. On appelle ça des croyances limitantes. Mmh. Parfois, c'est des croyances militantes, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, les croyances qui font que bah, notre perception du monde, elle est bridée par certaines croyances. Alors souvent, elles nous ont été offert gracieusement par, notre famille, nos parents et nos figures parentales et c'est comme ça, hein. C'est aussi à ça que servent les croyances. C'est aussi pour, bah, être en sécurité. Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a pas que du mauvais derrière. Parfois, on a des croyances ressources à une époque qui nous ont aidés, mais elles nous aident plus quand on est grand. Voilà, donc il y a un travail là-dessus et il faut en avoir conscience, hein. Souvent, on n'en a pas conscience. Donc c'est vrai que quand j'anime des formations de prise de parole en public, en fait, je vais beaucoup plus loin. Moi, parce que j'adore travailler sur la racine du problème, sinon ça repousse, quoi. Bah, justement, je voulais en C'est parler comme, de ça. Comment tu vas-y, je t'en travailles, prie. voilà, comment tu travailles avec tes coachés, justement? Je sais pas si tu les appelles comme ça, tes Mmh. coachés, tes Ouais, il y a les élèves, stagiaires en les formation, les stagiaires. coachés, des OK. clients, les stagiaires, Donc, comment tu mais travailles avec eux? Est-ce que justement, il y a cette partie un peu de psychologie, de développement personnel, d'essayer de comprendre ce qui les effraie dans la prise de parole? alors, en ce moment, je me sers depuis maintenant 1 an, parce que je me suis formé depuis 1 an au Process Communication Model. C'est, issu de l'analyse transactionnelle. Bref, c'est un courant, alors c'est Eric Berne qui a fondé, qui était un psychiatre, Mm, psychanalyste mm. américain qui a fondé son propre, il a créé ça à partir des années 50, 60, 70 et donc process communication. Donc j'ai appris à travers ce modèle qu'on a 6 facettes en nous et j'ai déjà appris les miennes et je me suis dit: «Ah bah ouais, ceci explique cela». Et puis j'ai surtout compris comment je pouvais repérer dans une prise de parole en public, bah, toutes les facettes de quelqu'un. Et ça donne un avantage, plutôt, intéressant dans la lecture de la personne et ce qu'elle a potentiellement à travailler. Par exemple, quelqu'un qui aurait la facette qu'on appelle la facette empathique, que nous avons toutes et tous, mais dans la facette empathique, il y a quelque chose qu'on appelle un driver. Un driver fait plaisir, qui est une croyance. J'ai de la valeur si je fais plaisir. Donc ça, c'est une croyance inconsciente qui tourne un peu en boucle dans l'inconscient. Donc, il y a toujours ce côté. Alors, les conséquences de tout ça, c'est que quelqu'un qui va, ce qu'on appelle en phase empathique, va avoir tendance à placer les autres avant soi, puisque j'ai de la valeur si je fais plaisir. Donc, d'ailleurs, en anglais, c'est le please others. Donc, c'est d'abord les autres. Et donc, il y a ce côté suradaptation. Et moi, je l'entends très vite en prise de parole. C'est souvent la petite voix dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas déranger, parce que voilà, on veut quand même être aimé de tous et pas respecté de tous, parce que c'est pas bien. Bon bref, il y a beaucoup de choses, c'est un peu, caricatural ce que je dis, mais je le vois quand même assez, parce que ce qui est bien avec la prise de parole, ou pas, c'est que ça remonte tout le stress. Donc on voit plein de choses sous stress. C'est le principe justement de la process communication, c'est de pouvoir anticiper ces séquences de stress et en tout cas, j'entends, voilà, avec, certaines choses, hein, il y a aussi la posture du corps, les épaules vont être un petit peu plus rentrées, voilà, la posture du corps un peu plus voûtée aussi. Bref, il y a différents signes verbaux, non verbaux, paraverbaux que j'arrive à observer. Donc assez vite, on peut aller creuser sur, l'origine. Donc c'est vrai que les gens qui arrivent en formation en entreprise et je vais direct là-dessus, ils font: mais attends, j'étais pas venu pour Ouais, ça». c'est ça. Donc c'est aussi à moi de, là, je suis en train de préciser justement professionnellement ce vers quoi je veux aller, encore plus. Parce que s'ils achètent de la prise de parole en public et que je leur vends de la psychologie mais tout est lié. Moi, j'aime bien dire qu'il y a de la prise de parole en public, mais aussi il y a de la prise de parole en privé, prise de parole à soi-même, Mmh. prise de parole à la vie presque, hein, si on veut aller dans un côté un peu plus spirituel. Donc tout est lié. C'est-à-dire que si on se parle bien déjà et qu'on s'apprécie soi, ce sera beaucoup plus facile de, se détacher du regard des autres. Surtout quand on comprend que les remarques des autres, à moins que ce soit quelqu'un dont c'est le métier, quand ils nous feront des feedbacks, ils vont nous parler d'eux. Moi, quand on me dit: «Dis donc Richard, tu pas assez structuré». Moi, je sais que le manque de structure est révélateur d'une phase plus lumineuse, qui est la créativité. Donc des fois, les gens qui sont hyper structurés, bizarrement, ils sont pas hyper créatifs. Ils ont pas la pensée, divergente. En général, c'est plutôt ça converge toujours vers un truc très très responsable et logique. Bref, donc ça permet de se détacher des remarques qu'on nous fait. Voilà, il y a quelqu'un qui va être en phase, ce qu'on appelle persévérant, va avoir une croyance. La croyance qui est: «Tu as de la valeur si tu es parfait». Donc la personne va essayer de nous faire croire qu'on a de la valeur si on est parfait. À nous de pas rentrer dans ce jeu. Donc là, il y a les jeux psychologiques aussi, peut-être le triangle de Karpman, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette chose. Pas du tout. Donc en gros, ce sont des rôles que l'on joue inconsciemment dans des jeux psychologiques
Et il y a notamment le persécuteur, sauveur et victime. Donc, c'est des rôles qu'on joue inconsciemment. Donc ça, Stephen Karpman, qui est aussi issu de l'analyse transactionnelle. Donc, je dis ça parce qu'en ce moment, je suis en train de me former à fond dans l'analyse transactionnelle et pour les années à venir d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu appelles analyse transactionnelle? Bah, justement, je te disais que c'était Eric Berne, donc qui est un D'accord, psychiatre américain, ok, qui a fondé un peu son propre. En fait, c'est les états du moi, parents, adultes, d'accord. enfants. Donc, c'est un peu inspiré de la psychanalyse, bref. Donc, on se rend compte qu'il y a plein de jeux inconscients, qu'on a plein de facettes en nous, différentes, qu'on utilise dans lesquelles on est plus à l'aise. Moi, par exemple, c'est clair que dans le côté créatif, spontané, ludique et l'action, ça me ressemble. Ça s'appelle les étages promoteurs et rebelles en process communication, même si au 31 mai, le nom rebelle va changer en nom énergiseur. Voilà, ça c'est en exclusivité mondiale. Waouh, Ouais, parce que rebelle était un peu connoté. Bref, on a connoté. différentes Ouais, facettes. Bah, rebelle, tu vois, il n'est pas assez neutre, ce mot. Ça veut d'accord. dire que quelqu'un, c'est une facette, c'est-à-dire que, par exemple, le côté des personnes qui sont très dans l'analytique, le nom était travaillomane. Mais pareil, travaillomane, tu vois, le suffixe man, ça sous-entend qu'il y a Hmm, déjà un problème. Donc là, ils vont l'appeler analyseur. Tu vois, en d'accord. gros, ils ont trouvé des mots un peu plus neutres. Ok, Voilà. Tout ça pour dire que rebelle, énergiseur, c'est un peu plus positif que ouais. rebelle, notamment dans l'inconscient. Rêveur, ils ont changé. Il y a un étage qui s'appelle rêveur. Ils vont le changer en imagineur. Parce que rêveur, en français, des fois, oh, c'est un rêveur. Tu vois, Oui, c'est notamment à un peu l'école. Ah, lunaire. c'est pas une qualité qu'on dit. Ouais. Exactement. On dit pas, Hmm, oh, votre enfant, il est génial, il est rêveur. Non, en général, c'est pas bien d'être rêveur. hmm. Ouais, ouais, Voilà. Donc, c'est vrai. donc, on a les différentes facettes. Et évidemment, quand on en combine certaines ensemble, des fois, ça fait des choses. On peut changer de phase. Ce qu'on appelle aussi, c'est que dans la vie, bah, parfois, on a des changements de motivation très importants. Donc, on se reconnaît plus soi-même. Les autres nous disent, bah, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, en ce moment, je suis en train d'aller vers quelque chose d'un peu plus sérieux, justement. Et du coup, j'ai des Bah amis qui dis me donc, disent, qu'est-ce qui t'arrive, Richard? bah, exactement, c'est exactement ce qu'ils me disent. Du coup, il dit: «Mais tu moins drôle». Bah, je dis: «Ouais, mais c'est pas ma mission de vie». «Oh là là!» Puis il me dit: «Mission, mais ça va pas, tu es complètement fumé, toi». Bref, donc je vais dans un étage qui s'appelle persévérant, qui est pas c'est un étage qui est beaucoup rempli de convictions, de valeurs, de missions, de transmettre. Voilà, et parfois, cet étage, il peut être aussi à mauvais escient si c'est plutôt, de l'ancienne école. Des valeurs, des choses comme ça, il faut, je dois, na na, tu vois? Mais on peut faire de ces valeurs et le besoin de transmettre des choses aussi, jolies et pleines d'espoir. Donc bref, c'est ma problématique du moment parce que je suis en train de changer de phase, hein, pour tout, Ok, vous dire. Mais d'accord. Donc, comme je connais bien ce qui m'arrive, c'est beaucoup plus facile de comprendre ouais, et et d'avancer. d'agir en Ouais. conséquence. Exactement, Hmm. d'avancer, bah, c'est clair. De toute façon, on avance. Quoi qu'il se passe, on avance. Des fois, on aimerait être resté dans le passé. J'aime bien la citation de Lao Tse qui dit: «Si tu es triste, tu es dans le passé. Si tu es angoissé, tu es dans le futur. Et si tu es en paix, tu es dans le présent». Ouais, Et celui-là, il est pas mal parce qu'en ouais, fait, c'est assez juste et simple. c'est vrai. Ouais, hein. Et c'est vrai que dans ce côté, créatif, spontané, ludique, c'est un peu l'enfant intérieur. C'est ce carpe diem, c'est je réagis au monde qui m'entoure et c'est souvent ce qui manque aux personnes qui auraient la problématique de surcontrôler, tu vois? Des Ouais. personnes qui disent: «J'ai besoin de lâcher prise». En général, elles ont besoin d'aller travailler leur, enfant intérieur et de s'amuser un peu, quoi, et de: Donc, «C'est toi, pas grave». tu vas vraiment très loin avec tes élèves. Avant de leur apprendre à prendre la parole en public, euh, tu, tu, tu vas chercher ce qui peut les éléments qui sont bloqueurs, Mmh. si j'ai bien compris. Donc ça, c'est un travail que tu fais en amont. C'est ça, ça va dépendre du format. Tu vois, par exemple, il y a D'accord. parfois des personnes qui viennent me voir d'elles-mêmes faire un programme individuel pour leur prise de parole. Bah, moi, je vais leur suggérer de faire de la process communication avec moi, on va tout déblayer, leur mode d'emploi. Donc, ce qui est bien, c'est que la conséquence, c'est qu'ils vont aussi avoir des pistes pour leur communication en général, avec leurs proches, avec eux-mêmes, pour Oui, leur état d'esprit, pour leur mindset, leur confiance en soi. d'accord. Par contre, si je fais qu'une seule journée de formation en entreprise, bon là, je vais avoir moins le temps. Ouais, Disons que je vais faire une formation, prise de parole en public plutôt classique, c'est-à-dire quelques exercices, et puis je leur fais un feedback et puis là, souvent il y a les croyances, hein, ouais, c'est l'acceptation du ça. silence. Accepter le silence, respirer, bien articuler, regarder dans les yeux, donc certains basiques, de la prise de parole et puis comment structurer aussi son intervention. Donc sur un jour, je vais en parler un tout petit peu. De temps en temps, je vais: «Ah! Maintenant, je peux pas ne pas en parler, c'est tellement, je sais pas comment dire.
C'est tellement puissant cet outil de ProcessCom, je suis obligé d'en parler. Mais disons que j'en parle très brièvement quand j'ai qu'une seule journée. Donc je m'adapte. Et parfois en individuel, on peut aller pousser un peu plus quoi, pour comprendre certains mécanismes inconscients. Et pourquoi? Mais entre ce qu'on veut consciemment et inconsciemment. Parce que nous, notre cerveau, il est fait pour qu'on survive. Il n'est pas fait pour qu'on soit heureux. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc des fois, ce qu'on veut consciemment, ah ouais. Faut aller le chercher, quoi, le bonheur. C'est ça. Bah ouais, et puis au moins l'énergie. Tu vois, on dit notamment la process communication, on dit que quoi qu'il se passe, il y a du stress. Le stress, c'est une réponse logique à un changement de l'environnement. Donc quoi qu'on veuille, on est stressé. Les personnes qui sont plus stressées en général, c'est qu'elles ne sont plus en vie. Donc le stress est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, à nous d'en faire un stress plutôt positif. Et comment faire d'une situation un stress positif? En général, c'est se poser des questions sur quelles sont nos ressources perçues par rapport aux contraintes perçues. Et on est vraiment dans cette perception. Et souvent, on a des peurs, mais c'est inconscient, il y a plein de choses qui remontent. Mais tu vois, le trac, par exemple, quand on a les palpitations, etc., les sueurs, en fait, c'est notre système nerveux sympathique qui se déclenche parce qu'il croit qu'on va mourir. Et du coup, il nous envoie du sang dans les jambes pour qu'on se casse, quoi. C'est comme quand on dort. Quand on dort et qu'on commence à s'endormir et qu'on tout à coup on sursaute, visiblement c'est le cerveau qui pense que tu meurs et qui t'envoie une décharge pour voir si tu es toujours vivant. Est-ce que je sais pas si ça. Je ne le savais pas, c'est ça, mais c'est possible que ce soit. En tout cas, il y a plein de. Ouais, ça peut s'apparenter à ça. Il y a plein de systèmes automatiques en nous qui font que. Et en tout cas, en prise de parole, c'est ça qui revient. Et souvent, faut juste se dire, le public est beaucoup plus bienveillant que ce que tu penses. T'es plus en CP où tu vas au tableau, tu loupes un truc et tout le monde se moque de toi. Ça, c'est fini. Mais ton cerveau, il le sait pas, lui, que c'est fini. Ouais. Lui, il pioche, comme dans Minority Report, il va aller prendre un truc. Qu'est-ce qui s'apparente le plus à cette situation? Ah, ça me rappelle mon trauma de CP, du coup, j'ai peur. Mais souvent, on ne le sait pas. On ne peut pas dire, ah oui, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah si, peut-être un jour. Et là, la personne dit, ah si, un jour, je me suis pissé dessus devant tout le monde. Ah, peut-être que ça a quelque chose à voir. Ah, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être un petit trauma qui a... Ouais, peut-être. Donc, j'ai fait aussi une formation d'hypnose parce que ça me passionne, tout ça. D'accord. Comment le fonctionnement de l'inconscient. Alors, je suis juste technicien hypnose. J'ai encore à faire pour être praticien, etc. Mais je fais tellement de formations, tu vois. Ouais. Moi, je dis, je me la garde. Ouais, c'est limite, je planifie. Il y en a qui planifient leurs vacances. Moi, je suis là. Bon, alors, 2022, qu'est-ce que je vais me faire? Ouais, je suis comme toi. Ouais, c'est toi pareil. Aussi, ouais. Mais là, j'ai acheté 15 formations. Elles sont planifiées déjà. Et moi, c'est mon kiff, quoi. C'est de me dire qu'est-ce que je vais apprendre la semaine prochaine. Après, il faut s'organiser parce que c'est de l'investissement, c'est du temps. Après, il faut mettre en pratique aussi. C'est pas le tout de l'apprendre, mais il faut le mettre en pratique. Et ça, c'est hyper chronophage. Mais bon, moi, c'est ce qui me fait vivre. Hein. Mais t'es pas la seule, hein, parce que la curiosité, c'est prouver que, en fait, on embrasse l'avenir. Si tu dis, il me reste encore plein de choses à apprendre de la vie. C'est ça, exactement. Le message, c'est, waouh, j'ai encore plein de belles expériences à vivre. Ouais, sinon, on est dans le passé et on se dit, putain, merde, la vie, je suis en train de vieillir, waouh. Ouais, enfin, tu vois, c'est. Ouais. On n'est que dans les regrets du passé, de la mélancolie. Oh, la vie, c'est dur. Alors, on a le droit d'être triste et d'être mélancolique, c'est cool. Et par contre, y rester, c'est dommage parce que notre cerveau, il n'est pas dans le présent, ni dans le futur. Donc, le but, c'est d'être dans le présent avec une vision positive, le plus positive possible, la plus positive. Et c'est vrai que dans la situation, ça fait quand même 1 an qu'on a un petit truc qui se passe qui fait que c'est pas toujours simple. Mais bon, on peut, même à l'intérieur de ces contraintes, trouver une relative liberté et puis des sources de ressourcement. Ça se dit ressourcement? Non, ressourçage. Ouais, je sais pas, c'est bien ressourcement. Ressourcement, ouais. Excusez-nous pour les. On invente des mots. Pour les experts de la langue française. Ouais, c'est ça. En tout cas, donc la curiosité, grave. Moi, je suis. Alors, disons que on a l'air nous d'être sur cette fréquence-là, d'être curiosité. Peut-être que les auditeurs également, mais il y aura d'autres personnes qui le seront moins. C'est-à-dire, on a tous ce besoin de curiosité. Mais pour certaines personnes, ça va les mettre bien plus en énergie que d'autres. Ouais, c'est ça. On a tous ce besoin de structure. Et pour d'autres, être structuré, ça va vraiment les mettre plus en énergie. C'est de ça notamment qu'on parle dans la process communication. C'est quelqu'un qui va être en phase rêveur ou phase imagineur bientôt. Il a un besoin de solitude très fort, cette personne. Elle a un très gros besoin de solitude. C'est-à-dire que si elle marche 1 heure dans la forêt, elle va recharger énormément son énergie.
Moi, si je fais 1 heure dans la forêt, j'aime ça, j'ai un besoin de solitude, mais comme je ne suis pas ce n'est pas ma phase actuelle, ça me recharge beaucoup moins en énergie que d'autres personnes et c'est ça, en OK. fait, le principe des phases, c'est que ça nous recharge beaucoup plus en énergie. Moi, là, je suis en train de changer de la phase rebelle, besoin de contact ludique. Voilà, moi, quand j'anime une formation, mais le soir, je suis en énergie. Des gens, ils me disent: «Mais tu dois être vanné». Bon non, ça va, j'ai kiffé moi, attends toute la journée, boum boum Ouais, ça te et nourrit. ouais, Ouais. exactement. Ouais, C'est ouais. vraiment, tu vois, nourrir ses besoins et on Mmh. n'a pas tous la même nourriture des besoins psychologiques notamment. Alors on ne néglige pas bien sûr les besoins physiologiques, hein. Moi j'aime beaucoup aussi le sport, nutrition, sommeil parce que déjà quand on fait ces 3 là, bah, ça donne plein d'énergie Ouais, aussi. c'est vrai. Ah ouais, je parle beaucoup, hein. Oh là là, quelle Non, mais pipette. c'est bien, j'adore et on va changer de sujet même si c'est hyper intéressant. On pourrait en Hem parler 3 heures. On a vu tout à l'heure, tu as eu 1000 vies. Tu es passé de métiers très cartésiens à des choses un peu plus créatifs. Mmh mh. Qu'est-ce qui t'a fait basculer entre ces métiers-là? Est-ce que c'est parce que tu as un besoin d'apprendre? Est-ce que c'est parce que ça, parfois juste ça n'a pas fonctionné? Et comment tu fais, tu passes, comment tu fais ces transitions en fait entre tous ces métiers? Je pense que, je le disais tout à l'heure, par rapport aux notes à l'école, j'ai toujours eu vraiment, une recherche de sens. Pourquoi travailler? Pourquoi être curieux? Et je pense que j'ai suivi un rythme d'école classique où j'ai malheureusement, ou heureusement, je ne peux pas dire si c'est bien ou mal, heu, pas trouvé des sources comme ça de curiosité, je devais sûrement l'avoir en moi, mais en tout cas, c'est à mon avis le jour où j'ai commencé à trouver du sens et aussi de l'excitation, le fun, tu vois? Le fun, excitation, du sens, du danger et c'est vrai que le modèle classique, en tout cas pour moi et peut-être pour toi aussi, c'est-à-dire être salarié dans une boîte et travailler 30 ans dans une boîte, même si aujourd'hui on peut changer plusieurs fois de boîte, bah, Même. moi ça me fait pas Mmh. kiffer du tout, quoi. Ça me Non. met pas du tout en énergie. Du coup, bah, quand on croit qu'il y a que ça comme voie, bah, on le fait et puis on fait: «Vous êtes sûr ça ou?» «Bon, OK». Ouais, en même temps, ça ramène un salaire, c'est vrai. Après, si on fait bien les choses, c'est-à-dire si on nourrit bien nos besoins à côté. Par exemple, quelqu'un qui est salarié, mais à côté, il a un super projet, il fait un groupe de guitare, il écrit un bouquin, c'est possible qu'il trouve bah, ils se disent: «Bah, mon job, c'est un bon moyen de je suis pas hyper passionné, mais en même temps, voilà, j'ai des horaires plutôt corrects, je m'entends bien avec mes collègues et puis j'ai un bon salaire». Puis ça me laisse aussi du temps et des vacances payées pour faire plein de choses. Mmh. Donc ça dépend, tu vois? Mais je pense qu'on n'est pas tous câblés, tu vois? Mais en général, le modèle plus classique, c'est quand on a un besoin de sentir envie, d'être curieux, puis surtout je parlais de pensée, divergente et convergente, bah, tu vois, ce fameux recherche des possibles, le champ des possibles. Maintenant je dis le chant, CHANT parce que j'adore chanter. Bref et mais c'est ça et c'est vrai on est plutôt, alors on nous guide plutôt à penser, bah, comme tout le monde quoi, ça c'est Ouais. clair. Mmh. Donc tu sais la fameuse unicité, puis chercher, ses propres solutions, la créativité. Donc on va dire que c'est peu valorisé, la créativité, notamment à l'école et que, bah, Pas qu'à voilà l'école, hein. si, ouais, aussi en Non, mais t'es pas du tout pris au sérieux. Non, mais c'est vrai, t'es pas du. ouais, Enfin, je sais pas toi bah, comment ouais. t'as vécu quand t'as annoncé que tu voulais faire du théâtre et que tu te lançais dans le one man show, mais enfin, j'imagine que t'as pas été forcément pris au sérieux. Disons que j'avais bien travaillé. Je pen en fait si, mais comme je j'avais pris cette décision pour moi et que j'avais déjà plutôt bien géré ma peur du jugement des autres, bah, même quand quelqu'un pouvait me dire ça, je dis: «Ouais, mais t'inquiète». Genre, je sais ce que je fais. C'était un peu Ouais. ça. Mmh. Je sais ce que je fais, il devait sentir aussi que j'avais les pieds sur terre. Parce que c'est parfois quand on a plein d'imagination, de créativité, on peut avoir les pieds qui sont un peu décollés Ouais, de ouais, la ouais. terre et Mais du coup, ça. bah, ça fait: «Ah là là!» et je pense que je devais aussi incarner quelque chose où j'y vais, mais je suis quand même là et Ouais. j'écoute. Tu vois? À la fois, parfois, c'est les autres qui écoutent pas. Alors c'est sûr que si on va tomber sur quelqu'un de plutôt, rigide et cetera et souvent c'est de la peur, hein. Tu vois, ce qu'on dit dans Ou de l'envie, enfin, tu vois? Peut-être aussi de se ouais, dire, c'est ça, mais souvent c'est ouais. plutôt de la peur. C'est des proches qui vont dire, en fait, ils auront tellement peur qu'ils vont te projeter plein de peur sur le truc et du coup, bah, en fait, ils veulent faire bien, mais c'est hyper maladroit parce qu'en fait, la personne a envie de savoir qu'on a confiance en nous. Enfin, la personne ou moi ou toi ou d'autres personnes qui essaieraient de se lancer dans des projets, elles ont envie d'avoir le soutien de leurs proches. Mais les proches, ils sont malheureux parce que eux, des fois, ils ont pas notre,
personnalité. Du coup, pour eux, faire ce qu'on fait, c'est hyper angoissant. Mmh. C'est-à-dire que: «Oh, comment tu peux être indépendant? Ah!» Bah, ouais, mais c'est ton monde et sauf que, bah, c'est toujours délicat, même quand on a travaillé un peu sa peur du jugement, son estime et cetera. Quand nos proches nous disent des choses pas très encourageantes, c'est jamais agréable pour personne. Mmh. Donc là, le but, c'est de leur dire, à mon avis, assez vite: «Écoute, je suppose que tu dois avoir plein de peur par rapport à mon projet. Par contre, ce que tu es en train de m'envoyer là, en ce moment, ça ne m'aide pas du tout. Donc j'aimerais alors soit tu ne me dis rien, soit tu essaies de m'encourager un peu dans ce que je fais». Mais c'est compliqué parce que dire ça, c'est courageux et c'est pas toujours simple dans la Ouais. communication, s'autoriser à dire ça à des proches. Mais on sera obligé un jour de faire un truc pas confortable, ça c'est clair et notamment dans cette communication et dire, voilà, peut-être rassurer les personnes, dire: «Écoute, je lance mon projet. Voilà, je me suis donné» en fait, rassurer l'autre pour montrer qu'on a bien les pieds sur terre. «Je me suis donné, 24 mois pour arriver là, s et puis avec des tous les 6 mois, je vais faire attention, j'aurai des» et là, ça va rassurer la personne en disant: «Je sais ce que je fais, j'ai une vision, t'inquiète pas» et c'est vrai qu'il y a certains types de personnalités qui sont tellement pas dans ce côté entrepreneuriat qu'ils vont dire ou tu vois, ils vont vraiment pas concevoir et en Mmh. remettant sur des choses plus raisonnées et plus calibrées, tu vois, plus structurées, ça va les rassurer eux et puis après Ouais. si vraiment les proches sont un peu trop, expriment leurs inquiétudes un peu trop fortement, bah, on le ouais, tu as vu, hein, je suis bon comme, hein. Heu, bah, disons que mais c'est vrai en plus, c'est-à-dire que tous ces modèles-là, c'est des modèles de tolérance pour dire: «Même quand l'autre m'envoie de la merde, je sais qu'il est sous stress. Donc je vais dissocier ce que la qui elle est cette personne, à ce qu'elle vient de m'envoyer, à son comportement, présent». Après il y a des émotions qui ont pas été, bien acceptées, donc il y a des personnes qui vont ça va être leur tempérament. Ils vont être tout le temps en colère. «Bonjour, une baguette, bien cuite». «Et ça va?» «Oui, ça va, ouais». «C'est bizarre dans ta voix, je sens que c'est» «Quoi? Ça va super». «Ah? Ah bon?» Ça souvent, c'est qu'il y a un truc à les il y a une colère qui a pas été bien exprimée à un moment et ça peut, bah, être des traits de caractère, hein. On le voit bien, il y a des gens, Ouais. Ouais, c'est vrai. ah ouais, ouais, c'est et donc voilà, quand ça s'accumule comme ça, le cerveau après, il est un peu buggé, quoi. Tu vois? C'est un peu un gros malware et qui vient juste du coup, la personne ne voit tout en noir et c'est difficile et le plus dur dans tout ça, c'est qu'on souhaite fortement que nos proches, changent et une vision de la vie plus positive pour qu'ils soient plus sereins, pour que tout le monde soit plus serein. Mais on n'a pas ce pouvoir-là. Non, non, puis, eux, c'est pareil, c'est ce qu'ils se disent aussi, quoi. «J'aimerais que Richard change et qu'il ait un vrai métier» et tu vois? Il y a ça aussi, donc bon, chacun fait son petit bonhomme de chemin et voilà. Et c'est essayer de s'écouter, voilà et puis de Ouais, trouver des fameux compromis, c'est mais ça. Mmh. ce qui est sûr, c'est que se choisir soi, c'est la meilleure solution dans le sens où on passe quand même 24 heures par jour Bien avec nous-mêmes. sûr, mais oui, Donc si on n'est pas notre premier supporter, après ouais, c'est compliqué. c'est vrai. Bref. Bon, une dernière question avant les questions signatures du podcast, Richard. Quel est ton rêve ultime? Alors, j'avais précisé en prise de parole parce que, pour moi, voilà, tu es toujours en prise de parole. Est-ce que, par Mmh. exemple, faire un TED, ça fait partie de ton rêve ultime ou pas du tout? Alors en prise de parole, ouais, moi mon rêve, ce serait de refaire un stand-up conférence. Moi, j'aime beaucoup Brené Brown, qui est assez connu dans le monde du dev perso et autres, qui a fait un TED justement il y a 10 ans maintenant, mais qui fait sur Netflix The Call to Courage, qui est super. Moi, j'adore ce format-là, qui est très fun et puissant en même temps, avec des clés donc c'est pas du divertissement, D'accord. c'est de la transmission, mais fun et ça, je suis vraiment dedans. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, entertainer, bah, c'est un peu ça, c'est que j'adore divertir, mais en fait, non. Mais en J'adore fait, non. surtout Ouais. partager, tu vois? D'accord. Et en fait, c'est l'intention. Tu vois, si ton intention de faire rire est supérieure à l'intention de transmettre, bah, on va le sentir à la fin. C'était bien, mais ouais, ça manquait, tu vois? Et c'est ça, c'est l'intention. Parfois, il y a des one man show qui se prétendent, plutôt, d'utilité publique avec plein de messages derrière. Mais si Ouais, tu c'est as vrai. une vanne un peu en dessous de la ceinture au milieu, bah, Mmh. pour moi, je dis: «Bah, non». C'est pas Je dis crédible. ça alors que moi j'adorais les vannes sous la ceinture et les vannes trash. Mais en gros, c'est ça a changé, c'est plus mon intention, tu vois? C'est vraiment ça la Ouais, subtilité. Donc OK. je dirais remonter sur scène, mon rêve, Ouais. remonter sur scène dans un format, plutôt 1 heure comme un spectacle, 1 heure et demie, et qui sera un peu plus, Pédagogique. ouais, c'est beaucoup plus, à la fois intime, fun, hem, ouais, apprendre grave
et qu'il y ait vraiment un désir de passer à l'action derrière la conférence. Et pas juste: «Oh là là, on s'est bien poilé, hein. Bon allez, je retourne chez moi avec ma merde». Tu vois? C'est plus, non, c'est waouh! Qu'on se rende compte que l'humour et aussi les métaphores, c'est le cerveau adore ça pour comprendre, hein, on le voit bien, les neurosciences le prouvent que apprendre, c'est aussi, bah, se servir de toutes nos les facettes et notamment le rire, les émotions, hein. On sait que les émotions, bah, ça accroche plus dans la mémoire à long terme du public. Donc bref. TED, Non, ça te fait pas rêver, mais voilà, c'est pas grave. en tout cas, moi, j'accompagne des personnes, sur scène. Tu vois? J'ai fait un projet qui s'appelait Speakership à J'ai l'époque. vu ça, Donc c'est des c'était ouais. ouais, ouais, c'était vraiment super. On a fait Mmh. ça à la Nouvelle Scène, au pied de Notre-Dame de Paris et c'était vraiment top. On avait une dizaine de personnes, plutôt des coachs, formateurs, mais pas que. J'avais quand même d'autres personnes qui ont un message à passer. C'était sur un format plutôt 10-12 minutes, comme TED. Avec un public. Ouais, C'est avec ça l'idée, c'était que tu coachais des personnes et ensuite, elles passaient sur scène devant un public. c'est ça, je les aidais de A à Z, à la fois pour construire, pour écrire. On mettait en scène et puis, c'était vraiment le pitch, c'était: «Votre première conférence puissamment vulnérable». Voilà, c'était le côté où j'emmenais certaines personnes plus sur, bah, des fois, ça faisait un peu de l'introspection, d'autres, c'était un peu Ouais. plus fun. En fait, rien ne se ressemblait, donc c'était pas des vraies conférences, c'était plutôt voilà, un hybride, et ça, je vais reprendre quand les théâtres vont rouvrir. Ah là là, qu'est-ce qu'on attend que Ouais, les théâtres vont bah oui. Et est-ce que ces conférences sont accessibles on peut les voir en ligne? il y a sur les chaînes des personnes. J'ai pas fait de YouTube spécifique, en tout cas, ça s'appelle Speakership, donc D'accord. Donc si on tape donc ça comme sur, leadership et speaker, ouais. OK, Speakership normalement, sur YouTube et cetera, il y aura des extraits de OK, différentes personnes. Sur ma chaîne YouTube super. d'ailleurs, j'ai mis un extrait de l'introduction de Speakership D'accord, dans le dans, voilà, dans lequel j'explique certaines choses OK. Je et mettrai les liens de super. tout ça, dans les notes, du podcast, pas de souci. Mmh. On passe aux questions signatures, Richard, si Ah tu bah veux ouais, les bien? questions signatures, vas-y, Les je fameuses. ne suis pas au Bah courant, ouais, mais mais vas-y, j'attends, j'ai hâte! ouais, je m'en doute. Est-ce que tu as un ultime conseil, à nous donner pour vaincre sa peur de prendre la parole en public? Tomber amoureux de la prise de parole en public? Ouais, Donc, associer un moment, de votre vie où vous êtes, le plus enthousiaste, joyeux, connecté aussi à votre cœur, hein. Je sais, c'est un petit peu cliché, ouais. mais en tout cas, quand on est connecté à son cœur, à soi, on est connecté à son ressenti, à soi. Donc se connecter à soi, revivre un moment heureux. Ouais, et ça, on ancre, voilà, on se met dans l'état émotionnel du moment où on est vraiment enthousiaste OK. et ensuite on travaille bien son objectif. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Parce que souvent, on ne sait pas trop parce que c'est un peu mou. Par exemple, moi, je me bats tous les jours contre le mot «présenter». Je vais te présenter un truc, mais ça marche pas. Parce que présenter, on dirait que c'est Wikipédia. Tiens, je te file l'info, tu en fais ce que tu veux et puis tu te démerdes. Alors que si je dis: «Bonjour, aujourd'hui, je vais essayer de vous rassembler autour de ce sujet». Tu imagines? Bah, Ouais. quand tu veux rassembler des gens autour d'un sujet, bah, normalement, bizarrement, ta voix va être pas pareille. Ton regard sera pas pareil. L'implication, l'écoute que tu auras vis-à-vis du public sera différente. Donc, on peut mettre rassembler, avertir, alerter, transmettre, fédérer, adhérer, convaincre, donner envie. Tous ces mots-là, c'est des verbes d'action sur le public qui vont donner justement, qui vont donner envie, quoi. Et prenez du plaisir. Apprenez à prendre du plaisir parce que c'est très neurone miroir, hein. Si vous avez peur, le public va avoir peur. Si vous vous méfiez, le public va se méfier. Si vous prenez du plaisir, il va prendre du plaisir. Si vous êtes convaincu, vous serez convaincant. Si vous serez passionné, vous serez passionnant. Et c'est vrai que c'est bien de savoir à qui on s'adresse. Mettre un peu d'audace et oser. Se mettre un peu en danger, mais calculer. Prendre des risques calculés. OK, merci. Avec plaisir. Deuxième question signature, Richard. Quels sont les 3 livres, Richard, que tu lis et que tu relis et dont tu ne pourrais plus te passer? Alors, je suis pas très roman. Disons que j'aime bien les livres où j'apprends des choses, donc très concrètes. Je vais citer quand même le livre qui est de base pour la process communication, qui est de Gérard Collignon, qui s'appelle «Comment leur dire?». Ensuite, je choisis Hypnose d'Olivier Lequert. J'ai suivi sa formation à l'IFHE à Boulogne et il y a énormément d'histoires et de tips d'hypnose à l'intérieur. Je le trouve hyper riche. C'est un gros bouquin que je lis, je relis et c'est le genre de livre où on voit avec un autre œil.
Ah, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle. Et puis enfin, un livre un peu plus light, on va dire. Ça s'appelle Les Philofables de Michel Picmal. Donc, c'est des petites histoires, des contes un petit peu partout dans le monde, avec une morale. Parfois, il y a plutôt une question, une conclusion fermée. Parfois, il y a une conclusion ouverte. Donc, c'est des histoires et de la philo, et c'est léger. Je les lis même à mes filles, donc on peut comprendre. Tu vois, c'est plus compréhensible que certaines fables de La Fontaine où des fois on se dit oh là là, je suis vraiment trop nul, je connais aucun mot. Donc les philofables, ouais. Ok, c'est noté, merci. Dernière question, même si tu t'en as déjà un petit peu parlé, est-ce que je peux te demander quels sont tes projets professionnels? Alors, en fin d'année, j'aimerais remonter sur scène avec une ou plusieurs promotions de conférenciers. Donc, des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes qui souhaiteraient partager leur message et leur vision à travers une conférence d'une, allez, 10-12 minutes. Je voulais pitcher sur le fait, et s'il vous restait 11 minutes à vivre, qu'est-ce que vous diriez à vos proches et au monde avant de partir? Ouais. Ah, ça c'est mon côté, ça s'appelle une base promoteur avec cette question Mmh. suis-je? Mais beaucoup de pulsions de vie et de fun, donc beaucoup d'énergie. Et puis, là, je commence à me former à l'analyse transactionnelle. C'est finalement, donc je parlais de process communication, du triangle, dramatique de Karpman, qui est aussi un triangle compassionnel, victime, sauveur, persécuteur. Ça, ce sont des branches de l'analyse transactionnelle. Donc en gros, je vais reprendre le gros tronc d'arbre là, donc un truc qui va me demander un peu de temps. Donc ça, c'est un autre projet qui va en termes d'apprentissage. Ok, Et également une formation, que je suis en train de monter qui va s'appeler, probablement Team Shaker. Donc ça va être c'est un hybride entre un coaching d'équipe, une formation et un team building, et ça va être, comment bien communiquer dans une équipe et ouais, le mieux possible et avoir moins de stress, gérer son stress. Il y aura aussi un peu de dev perso, donc comprendre ses émotions, ses peurs, ses croyances et aussi comprendre celles des autres. Parce que les autres aussi sont imparfaits comme nous. c'est vrai. Et on a tendance à beaucoup se recentrer sur soi, mais les autres aussi sont le reflet aussi de qui on est. Donc les autres, ouais, j'aime bien avoir foi en soi, foi en l'autre et foi en la vie. J'aime bien dire ça. Et ça, cette foi-là, c'est voilà, c'est mon changement en ce moment. Je suis plutôt dans la foi. Ok, Mais la foi, sans religion derrière. ok. Merci Richard. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, 5 étoiles, et partager le podcast à une personne qui a besoin d'être secouée. Vous pourrez retrouver les liens et les informations en description de l'épisode. Merci et à très vite sur La Secousse.